Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour débriefer la dernière étape de ce Paris-Nice 2025. Au niveau du profil de cette étape, on avait donc 120 km aujourd'hui. Montée et descente toute la journée, les coureurs étaient en prise à chaque fois. 4 difficultés à franchir, le col de la Porte, 50 km après le départ, puis après on enchaînait Côte de Peille, un petit passage par le col d'Aise et dernière ascension, le col des 4 chemins, 3,6 km à 8,8%, avant de plonger dans la descente et d'arriver sur la promenade des Anglais. Une étape qui promettait du spectacle comme chaque année, et c'est ce qu'on a eu. Ce qu'on peut noter quand même, et je pense que ça a fait beaucoup de bien aux coureurs, c'est que la météo a été très belle. Il faisait déjà beaucoup plus chaud que ces derniers jours. Il y avait du soleil, les routes étaient sèches. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour les coureurs qui ont galéré depuis l'étape de mercredi, qui ont eu 4 jours de froid et de pluie dantesque. Retrouver un peu de chaleur en cette fin de Paris-Nice, c'est vraiment cool pour eux. Et je pense que ça a motivé pas mal de monde au début de cette étape. Ensuite, le résumé de cette étape. Personnellement, je prends le live après le col de la Porte, dans la descente. À ce moment-là, Pedersen vient de sortir au sommet, fait la descente seul devant. Une minute derrière, parce que Pedersen va nous faire une descente des enfers, on va retrouver le groupe des favoris emmené par l'équipe Ineos Grenadier de Tim Aretsman, Magnus Sheffield et Tobias Foss. Deux informations à noter dans ce peloton. Tout d'abord, McNulty, 7e du général ce matin, n'était plus là. Il n'a pas terminé l'étape. Malade, l'américain. Et deuxième information très importante, qui en tout cas avait son importance en direction Nice, c'est que Matteo Jorgensen, leader de la course, était esselé chez Visma. C'était le dernier coureur Visma dans ce groupe-là. Axel Zinglet a fait ce qu'il a pu pour s'accrocher, mais c'était trop dur pour lui. Et il y avait donc la place et les circonstances pour attaquer Jorgensen sur cette dernière étape de Paris-Nice. On arrive au pied de la côte de Peille. Pedersen est toujours devant. Une petite minute d'avance sur le groupe favori. Derrière, dans la côte de Peille, ça embraye tout de suite. Attaque d'Alexander Vlasov et de Ben O'Connor. Ineos va rouler fort derrière et puis on va avoir la semi-surprise de voir Florian Lipowitz attaquer Matteo Jorgensen. Lipowitz qui était discret dans les interviews, qui prétendait défendre sa deuxième place au général. Et il n'en a rien été, ça m'a fait extrêmement plaisir de voir l'Allemand attaquer l'Américain. Sur cette attaque de Lipowitz, tout le monde a un petit peu explosé, Almeida plus particulièrement. Le 5e du général ce matin. Sur l'attaque de Lipowitz, on a quand même pu constater qui étaient les coureurs les plus à l'aise. Ont répondu présent Matteo Jorgensen, qui a été absolument impressionnant tout au long de la journée. Magnus Sheffield, qui vous allez le voir a certainement été le coureur le plus fort sur cette journée. Et les deux coureurs Astana qui n'en finissent plus de me surprendre sur cette semaine de Paris-Nice, Harold Terrada et Clément Champoussin. Après cette petite explication dans la côte de Peille, on va avoir un petit retour au calme. Alexander Vlasov et Félix Gall vont en profiter pour filer à l'anglaise. Pedersen est toujours devant et au sommet de la côte de Peille, on va retrouver 3 coureurs. Mats Pedersen, qui n'en finit plus de m'impressionner sur ce Paris-Nice, Félix Gall et Alexander Vlasov. Et 15 secondes derrière, vous voyez que les écarts sont bien resserrés. On a le groupe des favoris, où il manquait pendant un temps Joao Almeida, qui va réussir à revenir dans la descente de la côte de Peille. Dans cette descente de la côte de Peille, Magnus Sheffield va partir en facteur, sans vraiment le vouloir. Tobias Foss lui fait la cassure, Matteo Jorgensen dans un premier temps fait l'effort, puis se relève. Derrière, personne n'embraye, et Magnus Sheffield prend 50, 100, 200 mètres et part à l'avant. Et on se retrouve avec la situation suivante au pied du col d'Aise. On a toujours Pedersen, Gall et Vlasov à l'avant. 20 secondes derrière, Magnus Sheffield. Et 50 secondes après, le groupe maillot jaune qui a perdu du temps dans cette descente et qui s'est beaucoup regardé après le départ de Magnus Sheffield. On entame l'ascension du col d'Aise, partie très difficile avec des pourcentages impressionnants. On est sur du 13% à certains moments dans cette partie-là du col d'Aise. Magnus Sheffield va réussir à recoller au groupe de 3 devant, Pedersen, Gall et Vlasov. Et derrière, dans le groupe maillot jaune, on a la surprise quand même de voir Jorgensen attaquer et distancer l'ensemble de ses adversaires. Jorgensen était esselé et a été attaqué par Lipowitz dans la côte de Peille. Jorgensen répond à Lipowitz dans le col d'Aise et est impressionnant. L'Américain décolle tout le monde. Je pense vraiment que Lipowitz aurait été en mesure de suivre Jorgensen s'il n'avait pas été mal placé comme il l'était au pied du col d'Aise. J'ai du mal à comprendre la position de Lipowitz dans cette côte-là. Peut-être n'imaginait-il pas l'attaque de Jorgensen. En tout cas, ça lui a coûté. Il a vraiment essayé de recoller à Jorgensen lorsque l'Américain est parti. Mais Lipowitz partait de beaucoup trop loin et s'est mis dans le rouge. C'est là que l'étape et le général de ce Paris-Nice s'est entériné. Cette attaque de Jorgensen a condamné tous les autres favoris à jouer les seconds rôles. Et au sommet du col d'Aise, ça va passer un petit peu au compte-gouttes. On va avoir Pedersen et Sheffield avec un temps d'avance sur Félix Gall et Alexander Vlasov. Et Jorgensen quelques mètres derrière tout seul.
Derrière, le groupe des favoris se recompose. Lipovic est dans l'incapacité de rattraper Jorgensen. Et au pied du col des 4 chemins, dernière ascension de la journée, on a cette situation de course. Mats Pedersen et Magnus Sheffield ont 10 secondes d'avance sur un trio composé de Jorgensen, de Felix Gall et d'Alexander Vlasov. Et à 1 minute 10, on retrouve le groupe des favoris, Lipovic en tête. Groupe de favoris où il ne manque personne. Dans le col des 4 chemins, Magnus Sheffield part pleine balle et distance tout de suite Mats Pedersen. Pedersen est au bout du rouleau et rend les armes. Il va se faire traverser par l'ensemble des favoris jusqu'à la promenade des Anglais. Mais l'essentiel est ailleurs pour le Danois. Il parvient à conserver son maillot vert du classement par points. Dans le groupe de contre, Vlasov se relève pour attendre son leader Florian Lipovic. Felix Gall lâche un temps Matteo Jorgensen, mais les deux coureurs vont se retrouver ensemble au sommet du col des 4 chemins. À l'avant, Magnus Sheffield semble bien être le plus fort. En tout cas, Felix Gall et Matteo Jorgensen sont incapables de revenir sur le coureur américain. Derrière, dans le groupe Lipovic, tout le monde est dans le tur et chacun fait un petit peu à sa main pour arriver le plus vite possible au sommet. Au sommet du col des 4 chemins, Magnus Sheffield a 20 secondes d'avance sur Jorgensen et Felix Gall. 1 minute d'avance sur un groupe de 5. Clément Champoussin, Alexander Vlasov, Florian Lipovic, Thymen Arensman et Michael Storer. Tout ce petit monde va se jeter dans la descente et arriver sur la promenade des Anglais. Les places ne vont plus bouger et ça nous donne le classement d'étape suivant. Magnus Sheffield remporte une très belle victoire d'étape au forceps. Pour moi, le coureur américain était bien le plus solide aujourd'hui aux côtés de Matteo Jorgensen qui fait 2 à 29 secondes. Felix Gall, très bon sur l'ensemble de ce week-end, fait 3 à 35 secondes. Felix Gall qui souffre quand même beaucoup dans les descentes, c'est à noter pour la suite de la saison. Ensuite, on retrouve le groupe des favoris composé de Michael Storer, Clément Champoussin, Florian Lipovic, Thymen Arensman et Alexander Vlasov. Derrière un troisième échelon arrive un autre groupe de favoris, Ilan Van Wilder et Aurélien Paré-Pinte pour le top 10. On retrouve également dans ce groupe Harold Terrada, Guillaume Martin et Joao Almeida. Au classement général, Matteo Jorgensen réalise une étape fantastique pour venir chercher un deuxième Paris-Nice, une deuxième année de suite. Florian Lipovic c'est un excellent deuxième à 1 minute 15. Thymen Arensman complète le podium à 1,58. Très bonne journée pour les Ineos puisque Magnus Sheffield, en remportant l'étape et en arrivant avec beaucoup d'avance sur la promenade des Anglais, remonte à la 4e place du général à 2,17. Storer est 5e à 3,03. Suivent Joao Almeida, Clément Champoussin, Harold Terrada, Tobias Foss et Ilan Van Wilder. Bien, une fois que je vous ai donné un petit peu les noms du classement d'étape et du classement général, on va passer au débrief des favoris, les 17 favoris que j'avais pointés au départ de ce Paris-Nice. C'est l'heure du bilan. Pour la victoire finale à Nice, j'avais tiré comme favori Jonas Vingegaard et Matteo Jorgensen. Jonas Vingegaard, vous le savez, est tombé sur la 5e étape, était non partant sur la 6e étape. C'est dommage parce que c'était certainement le coureur le plus fort de ce Paris-Nice aux côtés de son coéquipier Matteo Jorgensen. On verra ce qu'il en est de Vingegaard et ce qui sera au départ du Tour de Catalogne dans 8 jours. Affaire à suivre. L'autre favori de ce Paris-Nice, c'est forcément Matteo Jorgensen qui a réalisé une semaine de patron sans remporter l'étape en revanche. Mais si on fait le résumé de sa semaine, le mec a été très sérieux, il est allé chercher les bonifs sur les premières étapes. Excellent chrono par équipe sur la 3e étape. Il était bien placé à la loge des gardes, même s'il a un petit peu souffert dans le final sur l'attaque d'Almeida. Jeudi, c'est le meilleur coureur dans la côte Saint-André. Vendredi, il réalise le coup de maître absolu avec son équipe en créant le coup de bordure à 60 km de l'arrivée. Derrière, c'est un week-end tout en contrôle. Il ne perd pas de temps dans Auron. Et aujourd'hui, clairement, il a tapé du poing sur la table dans le col d'Aise. Il a mis Lipovic à mal, alors que le coureur allemand l'avait attaqué dans la côte de Peille. Rien à dire. Jorgensen a absolument été fantastique tout au long de la semaine et ça se voit sur les écarts. Bravo à l'équipe Visma et bravo particulièrement aux coureurs américains qui doublent la mise sur ce Paris-Nice. Ensuite, on arrive aux autres candidats du podium. L'équipe UAE en tête qui est un petit peu passée au travers de sa semaine, même s'il y a à noter une victoire de Joao Almeida sur la 4e étape à la loge des gardes. Almeida, parlons-en, ça fait 6 au général. Clairement, il a perdu Paris-Nice sur 2 étapes. Le chrono par équipe mercredi et les coups de bordure sur l'étape de vendredi, la 6e étape. Pour les 2 autres leaders du AE, ça a été aussi bien compliqué. McNulty était 7e avant le dernier jour. Il est tombé malade et n'a pas réussi à conclure son Paris-Nice. Pour Sivakov, le mal est encore plus profond. Il était malade avant le départ de Paris-Nice. Voilà, les maladies ont touché UAE. Almeida n'a plus su répondre présent après l'étape de la loge des gardes.
Bah voilà, UAE qui s'en sort avec une 6e place au général et une victoire d'étape quand même, c'est bien, mais je pense que c'est en deçà des objectifs fixés par l'équipe Emirati au départ de ce Paris-Nice. Voilà, ça c'était un petit peu mes favoris au podium et à la victoire finale de ce Paris-Nice. Ensuite, on enchaînait avec les mecs que je voyais se disputer un top 5. On va commencer avec l'équipe Red Bull. Pour moi, le leader de Red Bull sur ce Paris-Nice, ça aurait dû être Alexander Vlasov. Eh bien, pas du tout. Le Russe a extrêmement souffert sur l'étape de la Loge des Gardes et jusqu'au week-end en vérité. Il termine 35e du général, c'est anecdotique. Il a été aux fraises jusqu'à vendredi. Il y a eu du mieux sur l'étape de Rouen hier et aujourd'hui il a été très bon en soutien de Lipovic et il a même un petit peu devancé son leader dans la côte de Paye. Donc Vlasov s'est très bien ressaisi et c'est de bon augure pour la suite de sa saison. La satisfaction chez Red Bull, forcément, ça va être l'extraordinaire performance de Florian Lipovic qui fait 2 du général du Paris-Nice alors que c'était quasiment sa course de rentrée. Le cours allemand a été impressionnant tout au long de la semaine et surtout ce que j'ai apprécié de la part de Lipovic sur cette dernière étape, c'est qu'il ne s'est pas contenté de défendre sa 2e place du général. Il a été agressif dans la côte de Paye pour voir si Jorgensen pouvait débourser du temps. Ça n'a pas été le cas. Derrière, il s'est concentré pour garder sa 2e place au général. Franchement, Lipovic m'a bluffé cette saison et c'est de très bon augure pour la suite de la saison. Ensuite, on arrive un petit peu aux déceptions ou aux malchanceux. Lidl, Skelmose, personnellement, je le voyais faire top 5, voire podium à Nice. C'était bien parti pour le podium au départ de la 7e étape. Terre-plein central, badaboum, et Skelmose est rentré à la maison. La faute a pas de chance, il avait fait un très bon Paris-Nice jusqu'à cette chute, très bien soutenu par Mads Pedersen. Lidl est très mal payé sur ce Paris-Nice, en tout cas en termes de classement général. Heureusement, Mads Pedersen était là pour sauver les meubles. Chez Bahreïn, pareil, je voyais Buitrago pouvoir réaliser un top 5. Lui, on n'a rien vu de sa semaine, tout simplement parce qu'il est très mal tombé sur la 4e étape de la Loge des Gardes. Abandon, je passe sur le Colombien, il n'y a rien à dire sur sa semaine, pas de chance. Chez Bahreïn, on a un petit peu tout mis du coup derrière sur Lenny Martinez. Lenny Martinez qui a soufflé le chaud et le froid sur ce Paris-Nice 2025. Il a été très bon sur la 4e étape à la Loge des Gardes, accompagnant même Vingegaard sur l'une de ses attaques. Forcément, le point d'orgue de son Paris-Nice, c'est sa victoire sur la 5e étape à la côte Saint-André, où il devance Clément Champoussin et Matteo Jorgensen. Derrière, ça a été plus compliqué. Le vendredi, il débourse 9 minutes dans les bordures, se rattrape bien à Oron, où il fait 2e des favoris. Et aujourd'hui, à nouveau catastrophique, malgré le bon temps, il débourse 8 minutes à l'arrivée. En difficulté dès la première ascension du jour, le col de la Porte. Difficile à analyser cette performance de Lenny Martinez, très intéressante pour la suite. Maintenant, ça manque encore de constance pour le jeune coureur français, 21 ans. C'est quelque chose sur lequel il va falloir bosser. Maintenant, il ne faut pas oublier que peut-être que le coureur, à l'image d'autres coureurs sur ce Paris-Nice, a beaucoup souffert du froid et ça peut expliquer cet écart de performance d'un jour à l'autre de la part de notre coureur français. Chez Bahreïn, ça sort quand même de ce Paris-Nice avec une victoire d'étape. Une bonne performance, mais je suis sûr qu'ils imaginaient mieux faire avec Buitrago et Martinez au départ de ce Paris-Nice. Et puis j'en termine avec mon dernier candidat à un top 5, je pensais à Félix Gall. Alors lui, à l'image d'Alexander Vlasov, il a beaucoup souffert sur tout le début du Paris-Nice et s'est très bien rattrapé sur ce dernier week-end. Le meilleur des favoris à Oron sur l'étape de samedi. Et aujourd'hui, il a été à l'avant et a été très impressionnant aux côtés de Jorgensen dans la dernière ascension du col des 4 chemins. Il termine 18e du général. Pour moi, c'est anecdotique. Ce qu'il faut noter et retenir chez ce coureur, c'est sa montée en puissance tout au long de cette semaine. Et au final, il accouche d'un excellent week-end. Donc bravo à Félix Gall. Charge à lui maintenant de progresser dans les descentes parce que c'est quand même très anormal d'être un aussi bon grimpeur et un aussi mauvais descendeur. Voilà un secteur sur lequel il faudra travailler par la suite. Et puis, je termine ce débrief de mes 17 favoris au départ de ce Paris-Nice avec ceux que j'imaginais voir se disputer un top 10. Dans ce groupe-là, on va retrouver l'équipe Soudal avec Maximilian Schachmann et Ilan Van Wilder. Deux coureurs très discrets, hein, même si on a retrouvé Schachmann jouer le kilomètre sur l'étape des bordures vendredi. Schachmann qui fait 17 au général. Ilan Van Wilder qui parvient à gratter un petit top 10 le dernier jour. C'est ce à quoi je m'attendais de la part de l'équipe Soudal. Ce qu'il faut retenir, c'est les 2 victoires de Merlier dimanche et lundi. Je suis quand même content de retrouver Schachmann à un bon niveau après 2-3 années galères chez Bora-Hansgrohe. Ilan Van Wilder, lui, a été au niveau attendu. 10e, je pense que c'était le maximum que le coureur belge pouvait aller chercher sur cette édition du Paris-Nice 2025. Chez Jayco, je pense qu'on tire un petit peu la gueule. Ben O'Connor n'a pas été au niveau cette semaine et n'a pas su se ressaisir ce week-end. 14e du général. C'est décevant. Maintenant, je pense qu'O'Connor a des objectifs plus importants, plus loin dans l'année.
Donc on va pas mettre la pression sur le coureur australien qui, je pense, a beaucoup souffert du froid, notamment sur l'étape de mercredi à la Loge des Gardes. Donc c'est pas une contre-performance non plus de Ben O'Connor, mais clairement sur Paris-Nice 2025, il n'est pas au niveau attendu. Ensuite, on avait l'équipe Movistar avec deux coureurs, Pablo Castrillo et Ivan Romeo. Tous deux avaient réalisé un très grand tour au mois de février. Ils se pointaient là pour venir chercher un top 10. Eh ben, ils ont échoué à pas grand-chose. Castrillo fait 11e du général et Romeo termine bien plus loin, 21e du général. Mais là, je ne vais pas mettre la pression sur les deux coureurs Movistar. Castrillo vient d'arriver chez Movistar et a déjà pas mal prouvé de choses en ce début d'année. Et pour Ivan Romeo, le gamin il a 21 ans, donc il continue de se développer. Moi je trouve que le début de saison de Romeo est très solide. Une victoire d'étape au Tour de Valence, un top 10 au Tour UAE et il a montré des choses intéressantes sur ce Paris-Nice. Il était dans l'échappée au rond et est allé chercher un top 5. Donc bravo à Movistar qui ne pouvait pas aller chercher mieux au vu de la concurrence sur ce Paris-Nice. Et puis j'en termine avec l'excellente surprise de cette semaine, l'équipe Ineos. Je voyais Arensman faire un top 10 sur ce Paris-Nice, et bien il a fait beaucoup mieux que ça. 3e du général, et c'est pas tout pour l'équipe Ineos. J'y reviendrai un petit peu plus sur les très bonnes surprises de la semaine. C'en est tout pour ce débrief de mes favoris. On va passer aux 3 coureurs que j'avais pointés au départ de ce Paris-Nice hors favoris. Je voulais suivre Jonathan Narvaez, Axel Zingé et Julian Alaphilippe pour des raisons diverses et variées. Jonathan Narvaez a fait une semaine discrète. Il a beaucoup bossé pour ses leaders. C'était mon favori pour l'étape de la côte de Saint-André jeudi. Il n'a pas répondu présent. Il faut dire que la côte Saint-André était plus estampillé grimpeur que puncher. Malgré tout, pour moi, les performances de Narvaez sur ce Paris-Nice, c'est de bon augure pour Milan-San Remo la semaine prochaine. Jonathan Narvaez, qui je pense sera presque l'élément capital pour permettre à Tadej Pogačar de enfin remporter son premier Milan-San Remo. Et bien pour moi, l'Équatorien a montré de très belles choses cette semaine et c'est de bon augure pour samedi prochain. Mais on s'en reparle très vite au préambule du Milan-San Remo qui arrive dans 6 jours. Ensuite, Axel Zinglet. Moi, je voulais voir ce qu'allait faire notre coureur français au sein de sa nouvelle équipe Visma tout au long de cette semaine. Et franchement, j'ai été agréablement surpris. Alors, on n'est pas au niveau d'un Christophe Laporte lorsqu'il a fait sa première saison chez Visma. Maintenant, il nous sort 3 top 10 sur cette semaine, étape 1, étape 2 et 4e sur l'étape 6 des bordures. On ajoute à ça la victoire au chrono par équipe de l'équipe Visma. Axel Zinglet a très bien réussi sa semaine chez Visma. Et ça veut dire que le Français a réalisé un très bon hiver au sein de sa nouvelle écurie néerlandaise. C'est très bon augure pour la suite. Je l'attends sur les classiques qui vont arriver là très bientôt. Milan-San Remo en tête, je pense qu'il sera au départ. Je le répète, excellente semaine d'Axel Zinglet. Et enfin, j'en termine avec le 3e coureur que je suivais hors favori sur ce Paris-Nice, Julian Alaphilippe. Alors, il va avoir du boulot dans les semaines à venir de Milan-San Remo jusqu'à Liège-Bastogne-Liège. Ce qu'on a vu de la semaine de Julian, franchement, c'est de très bon augure également. Il a été dans l'allure, très bon dans la côte Saint-André, qui était un poil trop long pour ses qualités. Derrière, il a fait un week-end stratosphérique pour permettre à Michael Storer de terminer dans le top 5 de Paris-Nice. À l'avant sur l'étape de samedi au rond, c'est lui qui a tiré l'échappée et qui a permis à l'échappée d'aller au bout samedi. Aujourd'hui, il s'est vraiment beaucoup battu pour être toujours en balance avec les favoris au fur et à mesure des ascensions. Il fait le travail pour Storer jusqu'au pied du col d'Èze. Franchement, chapeau Julien. Grosse semaine de sa part et c'est de très bon augure pour le mois d'avril qui arrive. C'est bien, je craignais la concurrence de Marc Hirschi chez Tudor pour Julien. Et en fin de compte, il fait un meilleur début de saison, je trouve, que le coureur suisse qui était sur Tirreno Adriatico. Voilà un petit peu pour les 3 coureurs que je suivais hors favoris. On va passer aux très bonnes surprises de la semaine. Ça va concerner principalement 2 équipes. On va commencer avec l'équipe Astana. Clément Champoussin et Harold Terrada. Quelle semaine, messieurs! Incroyable équipe Astana. Je ne voyais pas à ce niveau-là malgré leur très bon mois de février. Champoussin fait 7e du général et 2e sur l'étape de jeudi à la côte Saint-André. Terrada fait 8e du général et 4e sur cette même étape de la côte Saint-André. Derrière, ça a été assez solide pour s'accrocher à la Loge des Gardes, à Oron et sur cette étape du jour. Dommage que Terrada soit tombé dans le col des 4 chemins, sinon je pense qu'il finissait avec Champoussin dans le groupe Lipovitz. 7 et 8 du général, c'est une excellente performance. C'est des points très importants pour Astana. On sait que le classement World Tour va se faire en fin d'année. Et avec le début de saison qu'ils nous font, ils se placent très bien et se mettent un petit peu à l'abri de la concurrence. Donc, bravo Astana! Autre écurie à souligner dans les bornes surprises, forcément l'équipe Ineos Grenadiers. J'avais dit qu'Arensman, je le voyais bien faire un top 10
sur ce Paris-Nice-là, eh bien, ils ont fait beaucoup mieux qu'attendu. Arensman fait 3 au général, Magnus Sheffield est 4 au général et prend la dernière étape. Tobias Foss fait top 10, je crois qu'il est 9 au général, et en plus, on l'a vu très souvent à l'attaque tout au long du Paris-Nice. Joshua Tarling a également été beaucoup présent, notamment sur l'étape des bordures vendredi où il fait 2. Carton plein pour moi chez Ineos. Cette 8e et dernière étape remportée par Magnus Sheffield est extrêmement méritée. Bravo à l'écurie britannique qui m'a fait un petit peu peur dans sa stratégie en début d'étape en roulant à bloc dans le col de la Porte. Derrière, ça s'est quand même très bien passé pour eux. Félicitations Ineos. Que ça continue comme ça. Quand ils sont agressifs, ça paye. Et ça, c'est une leçon à retenir pour la suite de la saison. En tout cas, chapeau Ineos. Et j'en termine avec la dernière bonne surprise de la semaine. Michael Storer, 5e du général. Ça, je ne l'avais pas vu venir. Vainqueur notamment au rond. Merci Julien Alaphilippe. Mais il fallait tenir aujourd'hui sur cette étape-là et Michael Storer a été au niveau. Donc c'est très bien. L'ancien coureur de Groupama là, trouver quelque chose de bien chez Tudor. S'il continue comme ça, pourquoi ne pas le voir prendre le lead chez Tudor pour le Tour de France, à condition bien sûr que Tudor y soit invité. Mais là on aura l'info d'ici quelques jours. Voilà, j'arrive un petit peu au terme de ce grand débrief du Paris-Nice. J'aimerais terminer avec un dernier petit onglet. Vous parlez pour moi du bonhomme de la semaine, qui d'autre que Mats Pedersen. Quel Paris-Nice il nous a fait celui-là. Alors chez les Danois, ça n'a pas souri, hein. Mathias Kjelmose et Jonas Vingegaard sont rentrés à la maison plus tôt que prévu. Mais alors lui, il nous a fait une semaine stratosphérique, pas au niveau pourtant sur les 2 premières étapes. Il s'est fait taper par Tim Merlier. Par contre derrière, après le chrono par équipe, il a été stratosphérique. D'abord au soutien de Mathias Kjelmose sur l'étape de la Loge des Gardes mercredi. Sur l'étape de jeudi, là encore, gros boulot pour Mathias Kjelmose. C'est lui qui roule comme un forcené jusqu'au pied de la côte Saint-André. Vendredi, sur l'étape des bordures, c'est lui qui l'emporte, alors qu'il n'a pas ménagé ses efforts dans les derniers kilomètres pour placer Mathias Kjelmose et dans un second temps pour creuser l'écart sur les adversaires directs de Mathias Kjelmose. Samedi, sur l'étape d'Oron, j'ai jamais vu ça, un sprinter venir faire top 10 alors qu'il y avait 5 échappés devant et que ça a quand même beaucoup lutté derrière. Pedersen était impressionnant et il a conclu sa semaine magistrale avec cette très grosse étape pour lui. Alors ça ne paye pas à la fin parce qu'il est distancé dans le col des 4 chemins, mais du sommet du col de la Porte jusqu'au pied des cols de 4 chemins, Pedersen est en tête de la course à tous les moments. Donc chapeau Pedersen, pour moi sans discussion aux côtés d'Jørgensen, c'est le bonhomme de la semaine. Milan-San Remo arrive et il peut s'afficher avec une grosse pancarte sur le front, hein, clairement. S'il pleut la semaine prochaine à San Remo, nul doute qu'il sera favori aux côtés d'un certain Tadej Pogačar. Voilà, ce grand débrief touche à sa fin. Au global, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Paris-Nice? Jørgensen remporte les Paris-Nice 2024 et 2025. Semaine très sérieuse de la part du coureur américain. Ça sera un sacré candidat sur le Tour des Flandres d'ici quelques semaines. L'autre information chez Visma, forcément, c'est le retrait de Jonas Vingegaard. Comment est le coureur danois après sa mauvaise chute, les contusions à la main, la blessure aux lèvres? On verra. S'il sera au départ du Tour de Catalogne dans 8 jours maintenant, ce serait quand même un signe positif en vue du Tour de France. Dans le cas contraire, on va commencer gentiment à s'inquiéter. Maintenant, pas de pression, la route est longue jusqu'au Tour de France. Mais ce n'était pas le Paris-Nice qu'on attendait chez Visma pour Jonas Vingegaard. Et puis, dernier mot, la météo a été extrêmement pourrie tout au long de ce Paris-Nice. De mémoire, sur les 20 dernières années, pour moi, c'est le Paris-Nice le plus dur que j'ai vu. Les conditions météo ont été catastrophiques de mercredi à la Loge des Gardes jusqu'à samedi et l'étape d'Oron. Il n'y a qu'à voir les écarts au terme de ce Paris-Nice, ils sont énormes. Et la météo y est pour quelque chose. Beaucoup de coureurs sont tombés malades, c'est quelque chose qu'il faudra retenir pour les semaines à venir, et notamment pour Milan-San Remo, qui a lieu maintenant dans 6 jours, samedi prochain. Donc on suit un petit peu l'actualité de tous ces coureurs qui étaient présents sur Paris-Nice. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises côté maladie avant Milan-San Remo. Mais voilà, Paris-Nice très 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 dur et Jørgensen très très solide. Voilà, c'en est tout de ce grand débrief du Paris-Nice 2025. Comme chaque année, une course très plaisante à suivre. Moi je vous retrouve mercredi prochain, je pense, pour peut-être faire le débrief de Tirreno Adriatico 2025. Juan Ayuso a remporté le général. Si ce n'est pas le cas, c'est possible, à ce moment-là je vous retrouverai vendredi pour faire l'avant-course du Milan-San Remo. Et puis voilà, on se tient au jus. Allez, prenez soin de vous, bonne fin de week-end, bonne semaine, et à très vite. Bonne soirée, ciao.